Voici 10 sombres épisodes des Simpsons. Toy Gory. L'épisode commence quand Marge demande à Bart s'il a fini de trier ses vieux jouets pour les donner à une association caritative. Bart demande à Marge s'il peut leur dire adieu avant de les donner et elle accepte. Mais au lieu de les mettre gentiment dans un carton, il les mixe dans un mixeur et les fait exploser. Il rigole pendant que les jouets volent en morceaux. Marge, elle, ne voit rien. Elle pense que Bart fait une bonne action. Mais une surprise attend Bart. En remerciement de son don, Marge lui offre un jouet collector de Radioactive Man. Il est super content. Dès que Bart quitte la pièce, le jouet prend vie. Il découvre sa nouvelle maison, la chambre de Bart, et il dit à haute voix qu'il est heureux d'avoir enfin un gentil petit garçon pour lui seul. Mais tout change quand un vieux jouet, une poupée Krusty, s'approche de lui. Krusty lui explique que Bart est un monstre et qu'aucun jouet ne reste intact longtemps ici. Radioactive Man n'y croit pas. Il pense qu'il saura se faire aimer, mais les autres jouets se rassemblent et racontent tous les terribles traitements que Bart leur a fait subir. Certains ont été noyés, d'autres démembrés ou brûlés. Tous sont traumatisés, mais ils ajoutent qu'ils ne peuvent rien faire, ils ne sont que des jouets et Bart est humain. Le lendemain, Bart joue avec Radioactive Man. Il invente une histoire où il doit sauver la ville du bombe nucléaire. Mais pour désamorcer la bombe, il décide de mettre Radioactive Man dans le micro-ondes. Il le fait tourner, mais il est appelé par Homer pendant que le jouet fond, explose et crame à l'intérieur. C'est une scène très dure. Certains fans ont trouvé cette scène plus violente qu'un épisode d'horreur classique. Voir un jouet souffrir dans un micro-ondes comme s'il avait une âme a mis les spectateurs très mal à l'aise. Après la mort de Radioactive Man, les autres jouets pleurent et il organise des funérailles. C'est la goutte de trop et il décide que cette fois, ils vont se venger. Le plan est simple, faire payer Bart pour tout ce qu'il leur a fait subir. La nuit, Bart se dort paisiblement dans son lit, mais sans qu'il s'en rende compte, les jouets bougent, s'approchent de lui et l'emmènent sur un skate. Il est traîné hors de sa chambre et emmené dans la cabane de jardin que les jouets ont transformé en salle d'opération cauchemardesque. Attaché, Bart ne comprend pas. Il essaie de s'expliquer en disant qu'il ne savait pas qu'ils avaient des émotions, mais les joueurs répondent qu'il aurait dû le deviner rien qu'en voyant leur visage brisé. À ce moment-là, Milouz entre dans la cabane, il voit Bart attaché, on croit qu'il va l'aider, mais non. Milouz est aussi dans le coup car il pense qu'ils ont capturé son doudou, même si en réalité, il en a marre de Milouz. Bart est complètement perdu, il supplie, mais les joueurs commencent alors une opération de chirurgie plastique. On ne voit pas tous les détails, mais on entend des bruits d'outils, des craquements, des coutures et le cri de Bart qui s'arrête d'un coup. Le soir même, Lisa cherche Bart et le voit dehors, elle s'approche de lui et lui demande ce qui lui est arrivé, mais son corps est sans vie. Elle remarque une ficelle qui dépasse de son dos et tire dessus, et comme un jouet, Bart commence à parler et Lisa hurle de terreur. Les Simpsons emmènent Bart voir le docteur Hibbert qui leur explique que les organes et les os de Bart ont été remplacés par des jouets. Marge lui demande comment ça a pu arriver, mais il ne sait pas. Homer et Marge s'approchent alors de Bart et Homer lui demande de leur parler. Il réalise qu'ils l'ont perdu et pleure. Il ramène Bart à la maison et cette fois-ci c'est les jouets qui jouent avec son corps. B9 Rewind. L'épisode commence quand Lisa Simpson est dans sa chambre et écrit dans son journal. Aujourd'hui est un jour très spécial, elle a 9 ans. Mais au lieu d'être joyeuse, Lisa écrit que ce jour-là lui semble étrange, comme si tout allait mal se passer. Marge l'appelle pour venir manger du gâteau d'anniversaire. Lisa descend au salon où tout le monde l'attend, et tout ne se passe pas bien. Sherry et Terry, les deux jumelles de l'école, lui disent que son anniversaire est nul et que c'est une fête de perdantes. Lisa est choquée. Elle leur dit qu'elle se sent tellement mal qu'elle voudrait mourir. Et là, un bruit de moteur surgit. Une voiture fonce à travers le mur de la maison et écrase Lisa en pleine fête d'anniversaire. Mais au lieu de mourir, Lisa se réveille soudainement. Elle est assise à son bureau, exactement comme au début de l'épisode, en train d'écrire dans son journal. Elle se dit que tout cela devait être un rêve jusqu'à ce que Marge l'appelle à nouveau pour le gâteau. Lisa descend à nouveau, mais cette fois, elle recule juste à temps. La même voiture fonce encore dans le mur exactement au même moment. Nelson surgit alors de nulle part et lui dit qu'ils doivent parler. Il l'emmène rapidement car il vit la même journée en boucle qu'elle, mais au moment où il essaie de comprendre ce qu'il se passe, la cabane dans l'arbre s'effondre sur eux et hop, ils sont de nouveau ramenés dans la chambre de Lisa à zéro. Lisa commence alors à tester des choses. Elle frappe sur son bureau, un gros morceau de plafond lui tombe dessus. Elle frappe sur son miroir, le miroir l'écrase. Chaque fois, elle meurt d'une manière différente et revient à son point de départ comme dans un jeu vidéo. Ces morts brutales et répétées montrent à chaque fois comme un gag et mettent mal à l'aise. Lisa, une petite fille, est tuée encore et encore sans échappatoire. C'est un cauchemar sans fin. Nelson revient dans sa chambre et discute avec elle. Nelson entend Ralph Gum en bas et il lui demande de faire 2 pas en arrière. Ralph obéit et se fait écraser par la voiture à son tour. Encore une mort soudaine et absurde, Lisa est bouleversée. Ils décident de coopérer pour survivre, mais juste après avoir décidé de travailler ensemble, Nelson trébuche et tombe dans une broyeuse à bois. Lisa, en voulant l'aider, chute aussi dedans. Et ce n'est pas fini, d'autres morts horribles s'enchaînent. Ils se font brûler vivants, tranchés par un couteau ou même écrasés par un climatiseur qu'Homer n'a pas fixé correctement. À chaque fois, ils réapparaissent, mais la douleur et la peur restent. Fatigués, Lisa et Nelson décident de chercher de l'aide. Ils vont voir le vendeur de BD qui leur dit que les boucles temporelles sont à la fois le concept le plus ambitieux et le plus paresseux de la science-fiction. Il leur explique que dans les films, on brise la boucle en étant gentil, en sauvant des baleines, en faisant une bonne blague ou en vivant une journée parfaite. Mais Lisa lui dit qu'ils ont tout essayé, rien ne marche. Alors le vendeur leur dit qu'ils doivent faire quelque chose qu'aucun film ne propose, utiliser leur pouvoir ensemble pour s'aider l'un l'autre. Plus tard, la nuit tombe. Lisa et Nelson voient Gil, le vieux vendeur malchanceux, au volant de sa voiture. Nelson propose de juste tuer Gil, qui est responsable de la mort de Lisa avec sa voiture chaque jour. Il lance un parpaing sur la voiture de Gil, qui perd le contrôle et s'écrase, et soudain, la boucle s'arrête. Le monde semble normal, Lisa est toujours en vie et il commence à disparaître.
Elle regarde Nelson et lui dit merci. Elle comprend que le fait de vivre ce jour en boucle lui a appris une leçon. Elle remercie Nelson de lui avoir permis de vraiment passer le cap des 9 ans. Nelson, lui, répond qu'il n'a rien appris. Lisa rentre chez elle, Marge la prend dans ses bras et l'embrasse. Lisa se sent différente, comme si elle avait vraiment changé. Elle comprend que les jours ne sont jamais parfaits, mais que c'est pour ça qu'ils sont précieux. La famille lui souhaite enfin un bon anniversaire. Lisa souffle ses bougies et déclare qu'elle est enfin prête à être une grande fille de 9 ans. Le principal. L'épisode commence quand le principal Skinner inspecte l'école comme s'il préparait une mission importante. Il vérifie les casiers, les poubelles, l'horloge et même la sonnerie avec un diapason. Il est tellement sérieux qu'on dirait un robot de la propreté. Chalmers, son supérieur, l'observe en cachette, impressionné par son obsession de la perfection. Dans la salle des profs, Chalmers annonce qu'il prépare une fête surprise pour célébrer les 20 ans de Skinner comme principal. Même Willy, le jardinier, veut être félicité pour ses 20 ans, mais il est renvoyé dehors car il n'est pas professeur. Ce détail fait déjà réfléchir. Malgré son dévouement, Willy reste invisible aux yeux des autres. En classe, Mademoiselle Hoover cherche un élève pour faire un exposé sur Skinner. Lisa se propose, Ralph aussi, mais Hoover choisit Lisa. Ralph décide quand même de participer et Lisa accepte. Un duo improbable commence à travailler ensemble. Chez les Simpsons, Bart prépare le buffet pour la fête. Il fait des boulettes avec de la nourriture pour chiens et plante des drapeaux dedans, croyant que Skinner adore ça. Marge est choquée mais propose un gâteau à la place. Homer, lui, mange les boulettes et trouve ça délicieux sans savoir ce que c'est. Comme souvent, Homer est à la fois drôle et inquiétant. Le soir, chez Skinner, Seymour et sa mère Agnès préparent leur traditionnelle soirée silhouette où ils découpent des ombres de Skinner collées au mur. Ce moment bizarre montre à quel point leur relation était étrange et étouffante. Agnès décide d'emmener Skinner faire un tour, bien habillé, sans lui dire où. Ils arrivent à l'école où toute la ville leur a préparé une fête surprise. Tout le monde est là. Lisa et Ralph font leur exposé, Lisa parle du courage de Skinner pendant la guerre du Vietnam, et Ralph dit des choses bizarres mais touchantes. Puis une chorale chante une chanson sur lui. Mais un événement va tout changer. Un homme mystérieux arrive en taxi, entre dans la salle et crie devant tout le monde « Tu n'es pas Seymour Skinner ». Le choc est total, Skinner s'effondre. Cet homme est le vrai Skinner, le sergent Skinner. Et lui, celui qu'on connaît depuis toujours, n'est qu'un imposteur. C'est à ce moment-là que le cœur de l'épisode devient très sombre, tout ce que l'on pensait savoir est faux. Skinner avoue qu'il s'appelle en réalité Armin Tamzarian. Il était un orphelin délinquant de Capital City, forcé de rejoindre l'armée. Là-bas, il a rencontré le vrai sergent Skinner qui lui a appris à croire en lui et à devenir quelqu'un de bien. Mais quand le vrai Skinner a été porté disparu, Armin a décidé d'annoncer la nouvelle à sa mère. Quand il est arrivé chez Agnès, elle l'a pris pour son fils et il n'a pas eu le courage de lui dire la vérité. Il a donc vécu pendant 26 ans en voulant l'identité d'un autre homme. Ce retournement est l'un des plus sombres de toute la série. Un homme a bâti sa vie entière sur un mensonge sans que personne ne s'en aperçoive et ce n'est pas tout. Le vrai Skinner est furieux. Agnès est choquée, elle renie les deux hommes ne sachant plus qui est vraiment son fils. Armin, rejeté par tous, est obligé de dormir dans son bureau. Bart le traite d'imposteur, a pour refus son paiement. Marge qu'il n'est plus la même personne, Armin est rejeté comme un paria. Ne voyant plus sa place nulle part, Armin annonce qu'il prend sa retraite et propose que le vrai Skinner prenne sa place. Tout le monde est d'accord, Armin part, triste, seul, abandonné. Mais les jours suivants ne se passent pas comme prévu. Le vrai Skinner est froid, rigide et n'arrive pas à se faire aimer. Même Agnès se trouve insupportable. Edna Krabappel et Marge regrettent Armin. Elle décide de partir le retrouver à Capital City, accompagnée des Simpsons et même de grand-père. Quand il le retrouve, Armin vit dans un taudis. Il est redevenu un loupard, boit du cognac, porte son vieux blouson et lit des magazines coquins. Il refuse de revenir. Mais Agnès, en larmes, lui dit « Tu as été mon fils plus longtemps que lui ». Cette phrase brise le cœur. Ce n'est pas la vérité qui compte, mais les liens concrets. Armin accepte de rentrer. De retour à Springfield, les habitants sont d'accord pour qu'il reprenne sa place. Le vrai Skinner est furieux. Il a survécu à un camp chinois et on le jette comme un déchet. Mais Homer a une solution. Et là, le moment le plus absurde et cruel de l'épisode arrive. Les habitants attachent le vrai Skinner sur une chaise et le mettent de force dans un train pour l'expulser de Springfield. Tout le monde le salue et lui ordonne de ne jamais revenir. Une scène glaçante car ils éliminent l'homme réel pour garder le faux par simple confort. Un juge déclare alors officiellement qu'Armin Tamzarian est désormais Seymour Skinner à part entière, avec son passé, son avenir et sa mère. Et cerise sur le gâteau, le juge impose que plus personne ne reparle jamais de cette histoire sous peine de torture. Ce passage est à la fois comique et terrifiant, on enterre la vérité à jamais. L'épisode se termine avec Skinner qui pense être plus cool maintenant, mais Agnès le remet vite à sa place. Tout est redevenu comme avant, comme si rien ne s'était passé. L'équipe des nuls. L'épisode commence quand Bart et son équipe de baseball, les Isotots de Springfield, jouent un match décisif. L'ambiance est joyeuse, tout le monde est excité. Homer arrive dans les gradins avec plein de nourriture, sur le terrain, il ne reste qu'un seul lancer à faire pour gagner. Nelson lance la balle, l'adversaire frappe, et Bart, en sautant devant Milouz, rattrape la balle au dernier moment, Springfield gagne. Tout le monde est fier de Bart, le maire organise une grande fête, Bart est applaudi et se permet même de montrer ses fesses sur scène. Le public crie aux éclats. Le maire dit que ses enfants peuvent bien se permettre quelques bêtises vu qu'il les mène en finale. Mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est que le moment de gloire de Bart va se transformer en cauchemar. Le jour de la finale arrive, Springfield affronte Shelbyville. Il ne reste qu'un seul joueur à éliminer pour gagner, Nelson lance la balle, Bart est prêt, le gant tendu, la balle arrive, touche son gant et rebondit. La foule choquée pousse des cris. Bart reste figé, ne comprend pas ce qu'il vient de faire. Il tente de rattraper la balle mais trébuche, la loupe encore et encore. Il la tape avec son pied sans faire exprès, elle s'éloigne. Les joueurs de Shelbyville courent de base en base, Bart essaie toujours mais il est complètement perdu. Tout le public le regarde rater encore et encore, comme dans un cauchemar au ralenti. Même un commentateur dit que c'est comme regarder un singe avaler une grenade. Finalement, Shelbyville gagne 6-5. La foule est en colère, les gens huent Bart, Milouz lui dit en face qu'il a tout foiré, Krusty se plaint d'avoir mis son maquillage pour rien. Un message s'affiche sur l'écran, lancez-lui vos bières et la foule obéit. Homer, au début, tente de défendre son fils
police, mais quand Mo le critique, Homer retourne sa veste et crie aussi que c'est la faute de Bart. C'est un moment dur à regarder, tout un stade en colère contre un enfant de 10 ans. Bart, humilié, s'échappe. Mais le chef Wiggum le ramène sur le terrain en voiture de police pour que les gens puissent encore le huer. Bart s'accroupit dans le véhicule, triste, pendant qu'on lui jette des détritus. Le lendemain, à la maison, Bart est déprimé. Il pense que sa vie est finie, sa famille tente de faire semblant de rien. À ce moment-là, on sent que Bart n'est plus juste un perdant, c'est devenu une blague publique. Lisa décide de l'aider. Elle l'emmène rencontrer une ancienne star du baseball, Joe Labute. Il lui raconte comment lui aussi, un jour, a complètement raté un match. Il a été surnommé le jongleur car il n'arrivait pas à attraper la balle. Mais il a rebondi, a eu des enfants, une maison, Bart commence à se sentir mieux. Mais quand Labute apprend que c'est Bart Simpson, celui qui a loupé le match contre Shelbyville, il explose de rage. T'es nul, t'es à vomir, parler avec toi est la pire erreur de ma vie. Toute la salle se met à huer Bart à nouveau. C'est l'un des moments les plus cruels de l'épisode. Même celui qui était censé l'encourager le rejette. Bart rentre chez lui, complètement abattu. Mais le lendemain, un nouveau choc l'attend. Toutes les maisons de Springfield sont taguées avec les mots « Je hais Bart Simpson ». Même les commerces, même la maison de retraite, même le corps de Barney ont été recouverts du message. Et quand Lisa regarde par la fenêtre, elle voit Bart lui-même perché sur un château d'eau en train d'écrire « Je hais Bart Simpson ». À ce moment-là, l'épisode devient très sombre. Bart se moque de lui-même pour que les autres l'acceptent à nouveau. Il rigole nerveusement, les yeux vides, comme s'il avait perdu tout espoir. Lisa tente de l'arrêter, elle crie « Personne ne te veut plus du mal ». Mais la foule répond « Si ». Et le chef Wiggum crie même « Saute » avant de faire semblant que ce n'était pas lui. Bart lâche la corde, il tombe, Labute tente de le rattraper mais trébuche. Bart s'écrase dans un buisson, il est emmené à l'hôpital inconscient. À l'hôpital, une foule est encore là, devant la fenêtre, pour continuer à chanter Bart est nul. Marge, furieuse, leur dit qu'il devrait avoir honte. Elle leur rappelle qu'il n'a que 10 ans et qu'ils ont été cruels. Les Springfieldiens réalisent alors qu'ils sont allés trop loin, mais il est trop tard. Lisa a alors une idée, organiser un faux match pour permettre à Bart de refaire l'action et cette fois-ci de réussir. Un faux match est organisé, Bart ne sait rien, mais à chaque fois qu'il tente de rattraper la balle, il la rate. Encore et encore. La foule essaie de tricher pour qu'il réussisse, Mo se met même nu pour interrompre un jeu. Homer attrape une balle à la face de Bart, un oiseau est frappé en plein vol, une balle est foudroyée, le match est répété 78 fois dans un état de fatigue totale. Enfin, à la 78e tentative, Bart attrape la balle, la foule applaudit à peine, tout le monde est vidé, il est 6 h du matin, mais Bart est heureux. Son moment de victoire n'est même plus joyeux, il arrive après tant d'échecs et tout le monde est exténué. Ce qui devait être un moment de fierté ressemble à un mauvais rêve qui a duré trop longtemps. Le temps passe, 60 ans plus tard, Bart et Milhouse sont vieux, en fauteuil roulant. Bart raconte encore ce moment comme le plus beau de sa vie. Milhouse, exaspéré, lui avoue que tout était truqué. Bart redevient triste, puis se convainc qu'il était vraiment fort, et fantôme de Homer et Marge l'observent, consternés. La dernière scène, avec Bart vieux qui ne sait toujours pas la vérité, montre que ce traumatisme l'a marqué à vie, il n'a jamais vraiment guéri. La grande malbouffe. L'épisode commence quand le principal Skinner joue à la guerre avec des soldats en plastique et une agrafeuse sur son bureau, comme un enfant. Mais l'inspecteur Chalmers arrive et lui rappelle que c'est aujourd'hui que les fournisseurs viennent présenter leur nouveau distributeur automatique pour l'école. Plusieurs personnes montrent leurs idées, mais c'est l'équipe de marketing de Cool Bouffe qui remporte tout. Leur distributeur est brillant, bruyant, coloré avec deux mascottes qui dansent du hip-hop, Bernard Nack et Z-Dog. Il attire l'œil, fait de la musique et surtout permet des profits à l'école. Chalmers pousse Skinner à signer sans se poser de questions. Le lendemain, l'école est remplie de ces machines. Lisa, curieuse, regarde les ingrédients d'un soda. Elle découvre qu'il contient des choses terribles comme du plutonium partiellement neutralisé et de l'acide gras transsaturé. Horrifiée, elle utilise son porte-voix pour alerter les autres élèves, ces snacks sont pleins de produits dangereux. Mais personne ne l'écoute. Pire encore, les distributeurs hypnotisent les enfants avec des phrases comme refuse la haine, rentre dans le système. À ce moment-là, un des distributeurs répond même à Lisa avec des rimes pourries pour la faire taire, et les enfants, au lieu de réfléchir, crient de joie et courent mettre encore plus d'argent dans les machines. C'est là que l'on comprend une première chose inquiétante, les distributeurs contrôlent littéralement les esprits des enfants. Bart, lui, devient accro. Il vide sa tirelire, vend son skate à Willy pour quelques billets et se gave de friandises. Willy, qui essaie de skate, tombe des escaliers à répétition dans une scène drôle mais un peu triste parce qu'il continue de se blesser sans que personne ne l'aide. À la maison, Bart refuse de manger la viande farcie que Marge a préparée. Il veut juste ses biscuits du distributeur. Marge est blessée mais cède quand Bart pleurniche comme un bébé. Même Homer limite pour avoir sa bière. À ce moment, on sent que la machine a remplacé la maman, ce qui est très dérangeant. S'enchaîne alors une séquence musicale où Bart achète, mange et boit sucrerie sur sucrerie. 3 semaines plus tard, l'intro classique des Simpsons est remplacé par 3 semaines plus tard et Bart est devenu énorme. Tellement gros qu'il fait des fissures dans le sol avec son skate, il fait tomber des gens dans la rue, effraie des animaux, plie un lampadaire rien qu'en s'accrochant, même dans le salon, il s'écroule en se tenant la poitrine. Lisa remarque qu'il ne fait pas semblant, Bart est en train de faire une crise cardiaque. Homer, lui, croit qu'il est amoureux. Mais quand Bart s'effondre, le rire laisse place à l'angoisse, Homer se met à pleurer, pensant que son fils va mourir. À l'hôpital, le docteur Hibert est formel, Bart a bien eu une attaque. Sur ses radios, on voit que ses artères sont bouchées par des friandises, il ordonne un régime strict, de l'exercice et plus jamais de sucrerie. Mais Bart ne comprend pas la leçon. Il regarde Itchy et Scratchy, rit devant une scène ultra violente où un cœur explose avec de la dynamite et continue de manger. Krusty apparaît à l'écran pour parler de ses problèmes de cœur, il ouvre une fermeture éclair sur sa poitrine et du sang gicle partout. C'est là qu'on se rend compte que l'épisode bascule dans quelque chose de vraiment sombre. Même les personnages préférés des enfants sont mutilés à l'écran. Marge tente encore de l'aider, elle lui donne une liste d'aliments bons pour la santé, Bart refuse. Il goûte un chou-fleur et devient rouge avec des plaques sur le visage. Il fait une allergie. Plus tard, il est surpris par Lisa, en train de jeter les légumes et de manger en cachet des bonbons derrière un poster. Il a même creusé un trou dans le mur pour cacher ses friandises. Tout le monde organise alors une intervention. Homer, Marge, Lisa, Ned, Krusty, Milhouse, Patty, Selma, même le docteur Hibert est là. Bart s'enfuit par la fenêtre, mais deux hommes le capturent. Il est envoyé dans
dans un camp spécial pour enfants obèses dirigé par le terrifiant Tab Spangler, un ancien militaire qui ne rigole pas du tout. Spangler crie, fouette, force ses pensionnaires à tirer son char. Il oblige Bart à avouer ses fautes, mais Bart continue de tricher. Il creuse un tunnel sous le réfectoire pour récupérer les glaces jetées par les autres. Un jour, Spangler décide d'emmener Bart voir sa maison, et là, il découvre l'horreur. Les touristes allemands occupent tout. Sa maison est devenue une auberge de jeunesse. Homer est habillé en costume bavarois, obligé de chanter et danser pour les touristes en échange de pièces. Spangler lui montre même sa famille, entassée dans des lits superposés, en train de faire le ménage pendant que les Allemands se moquent d'eux. Choqué, Bart décide de changer. Il retourne à l'école la nuit, casse tous les distributeurs avec une hache, récupère l'argent et le ramène à sa mère. Il promet d'arrêter les cochonneries. Mais Marge le rappelle, il est encore gros. Il lui répond qu'il va changer. Homer, lui, se jette sur les sacs d'argent pour virer les touristes. Les Allemands s'enfuient en courant. Spangler revient chercher sa ceinture et annonce qu'il reste encore 3 semaines non remboursables au camp. Il propose de les utiliser pour un autre membre de la famille. Tout le monde regarde Homer. La dernière scène montre Homer en voiture avec Spangler. Ils se disputent pour un cheeseburger. Homer refuse de partager, Spangler insiste, ils se battent en pleine route. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Mo le babysitter. L'épisode commence quand la famille Simpson se rend au jardin botanique de Springfield pour assister à l'éclosion d'une fleur géante, un événement qui n'arrive qu'une fois tous les 100 ans. Comme toujours, Homer râle car il ne comprend pas pourquoi Lisa choisit toujours d'en sortir en famille. Il est de mauvaise foi, parlant des apôtres et se moquant de Jésus, alors que toute la famille veut juste profiter du moment. Pendant ce temps, Mo est seul dans son bar, complètement abandonné par ses clients habituels, qui eux, sont aussi au jardin botanique. Découvrant cela à la télévision, Mo décide de les rejoindre. Mais comme il est seul, amer et impopulaire, le chef lui gomme l'excuse de l'événement à cause de la surpopulation. Poussé dans un bout par la police, Mo se retrouve rejeté une fois de plus. C'est une scène qui rend mal à l'aise, Mo est maltraité alors qu'il cherche juste à avoir un peu de lien humain. L'éclosion tant attendue tourne d'ailleurs à la catastrophe, la fleur géante pue tellement que toute la foule est intoxiquée par un gaz immonde. Tout le monde panique, c'est le chaos. Alors que les voitures fuient en masse, les Simpsons tentent de quitter les lieux, mais un carambolage se produit. Dans la confusion, Maggie est projetée par le toit ouvrant de la voiture, et pendant ce temps, Mo, désespéré et solitaire, s'apprête à sauter d'un pont pour mettre fin à ses jours, mais alors qu'il saute, Maggie atterrit par miracle dans ses bras. Elle lui sauve la vie, tout comme lui la sauve en retour. Ce moment de hasard change tout pour Mo. Maggie lui sourit, l'embrasse, et pour la première fois depuis longtemps, Mo ressent un peu de chaleur humaine. De retour chez les Simpsons, Mo devient peu à peu un babysitter pour Maggie. Il est attentionné, doux, maladroit, mais très sincère. Il joue avec elle, lui fait des tours de magie, construit un mini bar en coussin pour les poupées, et partage même ses histoires. Il raconte le parrain comme un conte de fées mafieux, ce qui fait rire Maggie. C'est à la fois touchant et dérangeant de voir Mo, un homme ravagé par la solitude, trouver un sens à sa vie dans l'amitié d'un bébé. Mais plus Mo s'attache à Maggie, plus Homer devient jaloux. Il réalise que sa fille préfère Mo à lui et ressent un rejet douloureux. Marge commence elle aussi à s'inquiéter. Lors d'un anniversaire, Mo fait un cadeau étrange à Maggie, une maquette de son bras avec des figurines d'ivrogne, ce qui met tout le monde mal à l'aise. Il devient trop présent, trop impliqué et franchit les limites. Il installe un babyphone et une caméra espion dans la chambre de Maggie sans prévenir les parents. À ce moment, la tension monte, Mo est passé de gentil sauveur à une figure intrusive. L'épisode glisse doucement dans une ambiance de surveillance malsaine. Homer et Marge, horrifiés, lui interdisent de voir Maggie. Mo, détruit, retourne dans son bar, déprimé. Il voit même ses clients comme des bébés pour combler le vide. Plus tard, il est montré seul dans son sous-sol, mangeant tristement tout en regardant une vieille chanson de Maggie à la télévision. Une scène qui serre le cœur. Mo, abandonné, hallucine et pleure en pensant à une petite fille qui ne lui appartient même pas. Puis l'intrigue prend une tournure inattendue. Une nuit, Maggie, entendant une réunion mafieuse dehors, descend en cachette pour suivre les gangsters jusqu'à un restaurant. Elle se retrouve par hasard en plein milieu d'un règlement de comptes entre familles mafieuses où chacun sort à pistolet. Quand Marge et Homer la repèrent par la fenêtre, ils paniquent. Mo, malgré l'interdiction, décide de la sauver. Il entre dans le restaurant, brave les mafieux et les convainc de faire la paix grâce à l'innocence de Maggie. Tout le monde fond en larmes, même les gangsters les plus endurcis sont émus par la candeur de Mo et Maggie. Finalement, Mo rend Maggie à ses parents. Marge, touchée par son geste, s'excuse d'avoir mal jugé. Maggie, elle, le retient par la manche, montrant qu'elle ne veut pas le quitter. Le dernier plan montre une série de photos où Mo, Maggie, Homer et un jambon passent du bon temps ensemble. L'herbe médicinale. L'épisode commence quand Marge annonce à toute la famille qu'elle a cuisiné avec des légumes génétiquement modifiés. Lisa n'est pas contente, elle pense que c'est dangereux. Pour la rassurer, Marge décide alors de faire pousser ses propres légumes dans le jardin. Mais très vite, elle a un gros problème, des corbeaux attaquent ses plantations. Pour les faire fuir, elle construit un épouvantail effrayant. Et ça marche, les oiseaux s'en vont, Marge est très fière. Mais quand Homer rentre le soir, il voit l'épouvantail dans le jardin et pense que c'est un voleur. Il le détruit à coups de batte. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les corbeaux avaient peur de l'épouvantail. En le cassant, Homer devient sans le vouloir leur nouveau chef. Les corbeaux commencent alors à le suivre partout, à lui apporter de la nourriture et même des magazines. Mais bientôt, les corbeaux deviennent trop envahissants. Ils dorment dans sa chambre, embêtent Marge et finissent même par essayer de faire voler Maggie, leur fille. Quand Homer essaie de se débarrasser des corbeaux, ils deviennent méchants, ils l'attaquent et lui blessent les yeux. Il se retrouve à l'hôpital où le docteur Hibbert lui propose un traitement peu commun, de la marijuana médicale. Au début, Homer refuse. Il raconte qu'il a eu une mauvaise expérience dans sa jeunesse, quand il a caché un joint dans son pantalon et s'est fait mordre par un chien policier. Mais finalement, il accepte. Il commence alors à fumer du cannabis pour soigner ses yeux. Et là, l'épisode change complètement. Homer devient complètement différent, il plane, il hallucine, il rigole tout le temps. Il voit des couleurs partout, il parle aux objets, trouve même que les blagues de Lisa au saxophone sont incroyables. Très vite, la maison entière est remplie de fumée. Homer perd tout sens des responsabilités. Il appelle Marge toutes les 5 minutes depuis le travail, il passe ses journées à écouter de la musique, à rire tout seul, et il devient complètement accro. Et là, ça fait un peu peur. Il est père de famille, et il a une femme, des enfants, un travail, et il s'enfuit
fiche totalement. Il est juste dans son monde de drogué et ce monde est coloré, joyeux, mais aussi très vide. Un jour, il tombe sur Ned Flanders, son voisin très croyant, qui lui fait lire la Bible. Homer est touché et quand Ned lui demande de signer une pétition pour interdire la marijuana médicale, il accepte sans réfléchir. Mais Homer ne comprend pas ce qu'il a signé, il continue à militer pour la drogue, participe même à un concert et monte sur scène pour défendre le cannabis. Mais soudain, il apprend que le vote pour garder la marijuana légale a déjà eu lieu la veille. Et ils ont perdu, la drogue redevient illégale. À ce moment, Homer se rend compte qu'il a tout gâché. Et ce moment, je l'ai trouvé triste. Il croyait se battre pour une cause, il s'est ridiculisé en public, et il ne s'est même pas rendu compte de la date du vote parce qu'il était complètement défoncé. Il rentre chez lui, regarde la fumée des plants de cannabis brûlés et réalise qu'il a tout perdu. Marge lui dit alors qu'il n'a plus besoin de drogue, ses yeux vont mieux. Lisa lui demande de redevenir le papa qu'elle connaissait, Homer accepte pour ses enfants. Mais même après ça, il a du mal à s'en sortir. Il se plaint à Moe, au bar, que le manque est horrible. Moe et ses amis sont soulagés qu'il est arrêté, pourtant Homer garde un joint sur lui comme un pense-bête, ce qui prouve qu'il n'a pas totalement tourné la page. À la fin de l'épisode, Monsieur Burns, le patron d'Homer, a besoin de lui pour écrire un discours. Mais Homer ne le trouve plus drôle sans être drogué. Marge essaie de l'aider en disant d'imaginer Burns nu, ce qui le terrorise encore plus. Franchement, ce passage est glaçant. Homer est tellement accro qu'il n'arrive plus à rire sans fumer. Il est prisonnier de son addiction. Finalement, Homer retourne chez Monsieur Burns. Smithers et lui se retrouvent dans une situation absurde. Monsieur Burns s'évanouit dans son bain et semble mort. Pour sauver les apparences, il le déguise en marionnette et font semblant qu'il est vivant lors d'une grande réunion. Grâce au officiel et à beaucoup de chance, ils arrivent à convaincre les investisseurs. Mais à la fin, miracle, les mouvements de marionnette font repartir le cœur de Burns. Apu puni. L'épisode commence quand Apu est au magasin avec sa femme Manjula et leur 8 bébés les octuplés. Les enfants mettent le bazar dans tout le magasin. Apu est fatigué et demande à Manjula de les ramener à la maison, mais elle se plaint de devoir passer du temps à le regarder vendre de la malbouffe. On voit alors le vendeur de BD mettre du fromage fondu et des donuts sur des chips. Une livreuse, Annette, arrive pour remplir la machine à squishy, une boisson glacée. Elle appelle Apu beau gosse et il est tout flatté. Homer, qui est là aussi, lui fait une blague sur la mangue et Apu est super content qu'on le trouve attirant. Plus tard, Homer revient au magasin et entend des bruits bizarres. Il découvre Apu et Annette qui s'embrassent dans la réserve. Homer est tellement choqué qu'il sort en marchant à reculons, les yeux écarquillés, pendant qu'une musique inquiétante joue. Ce moment est très malaisant, voir Apu trahirement jouer là comme ça, c'est dur. Et la mise en scène avec la musique rend ça encore plus glaçant. Homer rentre chez lui toujours à reculons, comme s'il ne voulait pas affronter la réalité. Il fait même un cauchemar où Apu traite de eunuque, un homme sans zizi. Le lendemain, Marge comprend ce qui s'est passé rien qu'en regardant les yeux de Homer. Elle est choquée, elle aussi. Plus tard, Marge pleure en regardant la vidéo du mariage d'Apu et Manjula, elle veut les aider. Homer et elle décident alors d'en parler à Apu. Au bar de Moe, Homer essaie de lui dire en utilisant des pots de sel et de cannelle comme marionnette, mais ça ne marche pas. Alors il lui dit la vérité en face. Apu avoue avoir fauté, il se met à pleurer et il dit qu'il se déteste pour ça. Le lendemain, Apu veut rompre avec Annette, mais elle touche un bâton de réglisse où il est écrit prends-moi et Apu retombe dans la tentation. Pendant ce temps, Manjula regarde une cassette de surveillance et découvre elle-même la vérité. Elle voit Apu avec Annette dans la réserve, elle est furieuse et le met dehors. Même les bébés sifflent Apu comme des serpents, il est rejeté de tous. Apu va vivre dans une résidence de célibataire où il rencontre Kirk Van Houten, un autre papa divorcé et triste. Pendant ce temps, Marge décide de réunir Apu et Manjula sans leur dire, en espérant qu'ils se réconcilient. Elle organise un dîner chez Simpson et fait déguiser les enfants en dieu hindou pour leur rappeler leur tradition, mais ça tourne au désastre. Bart et Lisa se disputent et cassent de déguisement. Manjula se met à pleurer et dit qu'elle veut divorcer. Apu supplie qu'on lui donne une seconde chance. Manjula accepte en lui tendant les papiers du divorce. Manjula va voir un avocat du divorce qui est fou et danse sur son bureau. Mais elle change d'avis en voyant que divorcer n'est pas aussi simple ni beau que prévu. Elle rentre chez elle, encore en colère, mais Marge lui fait entendre les premiers mots des octuplés. Ils disent qu'ils veulent que leur papa revienne. Ça touche Manjula, mais elle ne veut pas céder trop vite. Elle décide de faire souffrir Apu avant. Pendant ce temps, Apu est tellement désespéré qu'il attache une corde au plafond pour se pendre. Il regarde les vies qu'il a eu avant son réincarnation, un tigre, un serpent, une chèvre avec un chapeau, puis un ver solitaire, puis l'assistant d'un producteur. C'en est trop pour lui. Elle lui dit qu'elle accepte qu'il revienne, mais seulement s'il remplit une liste de choses difficiles, perdre du poids, publier une caricature, porter un badge sale pou, jouer une pièce avec leurs 8 enfants. Apu accepte tout. Il dit au revoir à Annette qui l'encourage gentiment. Il remplace les squishies du magasin par des smoothies dégoûtants pour se punir lui-même. Il réalise tout ce qu'elle lui a demandé, même la caricature avec Homer qui lui monte dessus comme un cheval. Il finit par jouer avec ses enfants devant un public. Manjula coche la dernière case de la liste et Apu peut enfin rentrer à la maison. Mais même là, quand ils sont dans le lit, Manjula lui dit qu'ils doivent prendre leur temps. Ils s'embrassent enfin et Homer les espionne par la fenêtre, choqué, repartant encore une fois à reculons avec cette musique étrange. L'espion qui venait de chez moi. L'épisode commence quand Bart rentre de l'école, tout content, et va tout de suite nourrir sa grenouille avec des mouches juteuses. Il jette ses affaires en vrac dans le couloir, ce qui énerve Homer, surtout quand il marche sur ce de Bart. Homer tombe dans les escaliers, se fait très mal au dos et reste par terre pendant que la poupée Krusty répète en boucle je veux jouer avec toi. Quand Marge voit Homer au sol, elle gronde Bart, l'accusant d'avoir causé accident avec son désordre. Bart râle et en rangeant sa chambre, il découvre une vieille cerise explosive. Il décide de la faire exploser dans les toilettes de l'école comme un vieux gars classique. Il est avec ses copains Milouz, Lewis et Richard quand il fait ça. Malheureusement, la maman du principal Skinner, Madame Agnès, était en train d'utiliser les toilettes des filles au même moment et logiquement de l'explosion la trempe entièrement. Bart se fait immédiatement attraper et Skinner va expliquer l'incident à Marge et Homer. Il est désespéré. Il dit que renvoyer Bart ne servira à rien, qu'il est incorrigible et propose une solution très surprenante, l'exiler dans un programme d'échange scolaire en France. Homer, tout excité, se moque de Bart qui ne saura rien apprendre en 3 mois. Marge s'inquiète, mais Skinner les rassure. Bart sera logé dans un château au milieu des vignes et vivra une immersion culturelle totale. En échange, la famille Simpson accueillera un élève étranger, un jeune albanais nommé Adil. Bart, séduit par l'idée de prendre l'avion, accepte. Il fait ses adieux à sa famille à l'aéroport, tandis qu'Adil arrive dans la maison Simpson avec
avec beaucoup de politesse et de curiosité. Lisa, qui a étudié l'Albanie, remarque que ce pays exporte une idéologie politique, ce qui alerte un peu Homer, mais il ne s'en inquiète pas. Quand Bart arrive en France, il est vite déçu. Le château promis est en réalité une vieille cabane délabrée. Il est accueilli par deux hommes peu aimables, César et Hugolin, qui lui confisquent ses affaires, y compris sa casquette rouge, qu'il donne à leur âne, Maurice. Bart est très vite forcé à travailler comme un esclave, il doit transporter de l'eau, cueillir du raisin, dormir par terre, il n'a que des navets à manger. Quand elle se plaint, il le punit ou se moque de lui. Ce moment de l'épisode devient vraiment sombre, Bart est seul, maltraité, et personne ne semble pouvoir l'aider. Pendant ce temps à Springfield, Adil se montre charmant, serviable et très intéressé par le travail d'Homer à la centrale nucléaire. Il pose beaucoup de questions techniques et demande à visiter des zones sensibles. Homer, flatté, accepte sans se méfier. On comprend petit à petit qu'Adil n'est pas juste un élève, c'est un espion qui photographie tout en secret. Il envoie des messages en code via une radio cachée dans la cabane de Bart. Ce décalage entre l'apparente gentillesse d'Adil et ses vraies intentions renforce l'aspect inquiétant de l'épisode. Le contraste est glaçant. De son côté, Bart vit un enfer. Il est affamé, surmené et doit même écraser du raisin avec ses pieds nus. Il n'a plus aucune joie. Un jour, il surprend César en train de verser de l'antigel dans le vin pour lui donner du corps. Bart est choqué. L'antigel est un poison. Mais quand il essaie d'en parler à César, celui-ci l'oblige à boire un verre. Bart boit, heureusement sans tomber malade. Mais la scène est glaçante par son absence totale de morale et la cruauté de César. Bart est ensuite envoyé sous la pluie pour aller chercher encore plus d'antigel. Il est complètement perdu, mais trouve un policier. Il lui explique qu'il est maltraité, qu'il dort par terre, qu'il n'a rien à manger, et surtout que les hommes mettent du poison dans le vin. Le policier qui au début n'avait pas écouté, change d'attitude dès qu'il entend parler d'antigel. C'est à ce moment que Bart commence enfin à avoir un espoir. Pendant ce temps, à Springfield, Homer rentre à la maison avec des plans secrets de la centrale que lui a demandé Adil. Il ne comprend pas la gravité de la situation, mais soudain, les agents du gouvernement encerclent la maison. Ils annoncent par mégaphone qu'un espion, surnommé le perroquet, se cache ici. Homer est tout excité par le spectacle, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il s'agit d'Adil. Ce dernier est arrêté sur le champ. De retour en France, César et Hugolin sont aussi arrêtés par la police après les révélations de Bart. Et Bart dit au revoir à ses sales fripouilles. Il est enfin libre. Dans une dernière scène à l'aéroport, Adil est échangé contre un jeune espion américain capturé en Albanie. Ils se saluent comme de vieux collègues, l'ironie est mordante. Ce ne sont que des enfants, mais ils jouent à un jeu d'adultes dangereux. Cette scène est à la fois drôle et profondément dérangeante. Bart revient alors à Springfield, acclamé comme un héros. Il raconte à sa famille ce qu'il a vécu, et Homer débouche une bouteille de champagne qu'il a rapporté. Adieu Maud. L'épisode commence quand les Simpsons partent faire une promenade dans la forêt. Lisa est très respectueuse de la nature et rappelle à tout le monde qu'il ne faut rien salir. Mais Homer se plaint dès qu'il lui donne un sac pour faire ses besoins comme les ours. Puis, il découvre que la réserve naturelle a été transformée en circuit automobile. Les animaux ont dû s'adapter au bruit et à la pollution. Un caméléon se fait même dévorer par un serpent caché dans un bidon d'huile. Un moment très surprenant et dérangeant pour un début d'épisode. Alors que les Simpsons pique-niquent près du circuit, une voiture de course s'écrase à quelques mètres d'eux. Clay Babcock sort tranquillement du véhicule en feu. Bart monte avec lui pour faire un tour sur le circuit. Marge est d'abord inquiète, mais elle accepte. Bart découvre que même les voitures de course sont assez grandes pour emmener toute une famille, ce qui surprend tout le monde. Plus tard, les Simpsons assistent à la course depuis les gradins. Derrière eux s'installent les Flanders. Ned adore les mesures de sécurité et Maud semble simplement apprécier l'ambiance. La course commence, les spectateurs espèrent voir l'accident, on entend des bruits de tôle, des voitures font des tonneaux et le public pose des cris d'excitation. À un moment, Homer conduit sa propre voiture sur la piste par erreur, causant un carambolage de 5 voitures. Il retourne ensuite tranquillement à sa place. Puis viennent les turbo-majorettes, des danseuses en tenue moulante qui distribuent des t-shirts avec des canons à air comprimé. Homer, torse nu, pousse son ventre pour en avoir un. Il est tellement agité que Maud, assise juste derrière, décide de s'éloigner pour aller chercher les hot dogs. Ned lui demande simplement de ne pas prendre d'oignons. C'est là que tout bascule. Alors que les majorettes s'apprêtent à tirer leurs t-shirts, Homer se baisse pour ramasser une pince à cheveux. Juste au moment où Maud revient. Les tirs visent la place d'Homer, mais il n'y est plus. C'est Maud qui est touchée de plein fouet, elle tombe des gradins dans un bruit sourd. Tout le monde accourt en bas, le docteur Hibbert déclare qu'elle est morte. Ned hurle de chagrin, un silence lourd s'abat sur la scène. C'est un des moments les plus choquants de toute la série. Plus tard, les Simpsons se préparent à aller à l'enterrement. Marge demande à Homer d'arrêter ses bêtises pour soutenir Ned et ses enfants. Au cimetière, plusieurs personnages expriment leur peine. Le référent Lovejoy souligne que Maud n'était pas extravagante, mais toujours présente. Il évoque ironiquement les changements dans la vie avec Apu qui a eu 8 enfants et les Van Houten qui sont maintenant divorcés. L'enterrement prend un ton absurde quand les turbo-majorettes reviennent tirer une salve de 21 t-shirts noirs. Même le cercueil de Maud est couvert de logos publicitaires. Homer est ravi d'attraper un t-shirt avec un squelette qui conduit. Ce mélange entre la mort, la tristesse et la publicité rend la scène à la fois comique et profondément malsaine. Chez les Simpsons, une vie est organisée en l'honneur de Maud. Ned est seul sur le canapé, très triste. Apu lui propose des réductions au magasin. Mo, maladroit, lui dit qu'il aurait sauté sur Maud si c'était lui qui était mort. Ned le frappe, excédé. Même le deuil de Ned n'est pas respecté. Cet épisode montre à quel point certaines personnes ne savent pas quoi dire face à la mort et à quel point c'est inconfortable. Bart, lui, aide Rodeyton à se changer les idées avec un jeu vidéo chrétien où l'on tire sur des païens pour les convertir. Cette scène apporte un peu de légèreté dans une ambiance très sombre. Mais la nuit, Ned est dévasté. Il revoit ses derniers mots à Maud, ce qui le hante. Il culpabilise. S'il était allé chercher les hot dogs lui-même, elle sera encore en vie. Homer, maladroitement, avoue qu'il est responsable de plusieurs choses ayant conduit à la mort de Maud, comme avoir bloqué l'ambulance. Ce passage est choquant, car Homer admet sans remords qu'il a indirectement empêché qu'on sauve Maud. Et pourtant, l'épisode continue sur un ton presque léger. Pour aider Ned à se reconstruire, Homer lui prépare une vidéo de rencontre amoureuse. Il filme Ned en secret, le montre en train de pleurer, de se laver sous la douche, de se brosser les dents. Ned est d'abord horrifié, mais finit par envoyer la vidéo. Il tente plusieurs rendez-vous, tous décevants. Une femme est obsédée par son chien, une autre est en pleine procédure judiciaire, et Nacrababel se sert de lui pour rendre Skinner jaloux. Ned rentre chez lui découragé. Complètement déprimé, Ned finit par crier à Dieu qu'il ne viendra plus à l'église. Le lendemain, ses filles sont terrorisées d'entendre parler ainsi. Pris de remords, Ned se rend à l'église au dernier moment. Il découvre que le groupe de musique qui joue ce jour-là est chrétien, mais ainsi le rock.
La chanteuse Rachel chante une chanson sur sa propre douleur. Ned, ému, l'écoute avec attention. Après la messe, il aide Rachel à charger du matériel. Elle lui propose de prendre un café, mais il n'est pas encore prêt. Elle lui laisse une porte ouverte pour plus tard. Ned sourit. Il a peut-être trouvé quelqu'un qui comprend ce qu'il traverse. Et si vous voulez voir un autre épisode, vous pouvez cliquer juste ici.